Merci de suivre l'ORTM, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Questions d'actualité. Et nous mettons nos projecteurs ce soir sur un phénomène social très fréquent ces derniers temps. Il s'agit des cyberviolences, autrement dit les violences qui se font via les réseaux sociaux. Avec cette interrogation, quel impact sur la santé des femmes et des filles? Et oui, elles sont exposées, d'abord influencées, attirées, entraînées et manipulées par la suite. Les femmes et les filles sont bien victimes de violences basées sur le genre via les réseaux sociaux. Nous en parlons dans le cadre donc des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, une campagne internationale qui a été lancée depuis 1991 lors du premier Institut international pour le leadership des femmes. Une campagne qui a donc commencé le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et se termine ce 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme. Et nos invités sont Boiré Bintou Founé Samake. Elle est commissaire à la Commission nationale des droits de l'homme. Bonsoir, Madame Boiré. Bonsoir, Sira. Nassa Konaté, elle est secrétaire à l'organisation du groupe pivot droit et citoyenneté et point focal de l'Alliance droit et santé. Bonsoir, Nassa Konaté. Et Mamadou Bagayoko, il est blogueur, membre du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement qui regroupe 43 pays et de Doniblog. Bonsoir, Monsieur Bagayoko. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau à vous. Merci. On va préciser que cette émission a été initiée par le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement en collaboration avec l'Alliance droit et santé et l'ORTM bien sûr. À l'heure donc des TIC, les plateformes en ligne offrent de multiples opportunités de connexion, de libre expression et d'autonomisation pour les femmes et les filles. Et cependant, elles présentent également pour elles des risques de harcèlement, de discrimination et d'exclusion. Cette cyberviolence est constituée de tout type de harcèlement, de menaces ou d'abus sur des plateformes à travers la manipulation. Alors, Madame Boiré, vous qui êtes défenseur des droits de l'homme, vous êtes témoin de ces cas au quotidien. Dites-nous comment se présente ce tableau au Mali? Bon, merci beaucoup, Sira, de nous avoir invités sur ce plateau et bonsoir à tous les téléspectateurs. Ce tableau au Mali, je dirais, les sombres du côté des femmes, parce que si on est arrivé aujourd'hui à pouvoir attirer l'attention de la communauté nationale et même de la communauté internationale sur cette question par rapport aux femmes, ce qui veut dire que le tableau est sombre. Aujourd'hui, le constat est que nous rencontrons de multiples violences sur les réseaux sociaux. Et ces violences vont du harcèlement, qui est la forme la plus répandue, mais aussi il y a le chantage qui est là, mais les insultes, mais aussi il y a les violences sexuelles qui ont aussi fait leur apparition sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que beaucoup de femmes, sans s'en rendre compte, tombent dans ce phénomène de violence sur les réseaux sociaux. Donc ce sont des pièges qui sont sciemment faits et dans lesquels on fait tomber les femmes forcément. On fait tomber les femmes et les filles. Et quels sont les types? C'est vrai que vous avez rappelé certains types tout à l'heure, mais la liste n'est pas exhaustive. Quels sont les autres cas qu'on rencontre fréquemment? Les cas qu'on rencontre fréquemment, comme je l'ai dit, beaucoup passent par le harcèlement. Ça, c'est quelque chose qui est fréquent, mais aussi les dénigrements, c'est-à-dire des paroles qui sont là pour pouvoir vraiment déboussoler la personne, et aussi les insultes très graves, parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit, mais aussi nous rencontrons le chantage. Le chantage, il y en a beaucoup, et aussi nous pouvons dire que sur les réseaux sociaux, nous avons, vous l'avez dit, nous avons même de la manipulation pour faire en sorte que la personne puisse perdre tous ses repères,
Et donc, ça, c'est les violences les plus fréquentes sur les réseaux sociaux. Donc, ce sont des actes qui amènent la femme à perdre en confiance en elle-même. À perdre confiance en elle-même et à ne pas pouvoir décider pour elle-même sur des situations concrètes qui sont présentées à elle sur les réseaux sociaux. Et à se croire qu'elle est incapable de faire face à cette situation. Et, oui, et là, elle tombe dans un piège et elle est manipulée et on l'engage dans des voies où elle ne peut plus faire de point de retour. D'accord. Alors, Nassa Konaté, vous êtes du groupe Pivot, Droit et Citoyenneté. Dites-nous, quel est le constat de votre groupe par rapport à ce phénomène social aujourd'hui? Bonsoir d'abord. Donc, le constat est que vraiment ce phénomène-là même est sous-documenté au Mali, ici. On constate aussi qu'il y a la mauvaise utilisation des réseaux sociaux qui amènent toutes ces choses, et puis que vraiment les engagements nationaux et internationaux ne sont pas respectés vis-à-vis à la criminalisation de ces actes. D'accord. À votre niveau, vous les recensez comment au niveau du groupe Pivot? Bon, généralement, le groupe Pivot même ne le fait pas directement, mais c'est ces organisations membres qui le font. Oui, je sais que le groupe Pivot, ce sont plusieurs ONG, organisations qui sont regroupées et que vous avez comme ligne de bataille aujourd'hui la défense des droits des femmes en luttant contre les VBG. Mais dites-nous, comment vous vous organisez pour faire face à tout cela? Est-ce que vous recensez des données? Par exemple, au niveau de la PDF, la PDF reçoit beaucoup de cas. Moi-même, mon organisation fait référence à la PDF ou au WILDAF. Donc, c'est par ces organisations que nous faisons des références. Et vous recensez des cas à ce niveau. Parlez-nous de ces cas que vous recensez. Très généralement, ces cas font référence à quoi concrètement par rapport à la cyberviolence? Généralement, c'est des cas de chantage, des cas de harcèlement. Ce sont ces cas-là qui sont très fréquents. Donc, souvent, ça peut amener beaucoup de choses aussi dans la société. D'accord. Alors, nous sommes avec quelqu'un qui travaille beaucoup via les réseaux sociaux. Vous êtes blogueur, Monsieur Bagayogo. Il y a l'utilisation d'images intimes, Madame Boiré l'a dit tout à l'heure, pour faire du chantage, des discours de haine et de découragement, j'en passe. Vous êtes blogueur. Quelle est la stratégie adoptée par ces gens, ces auteurs de violences via les réseaux sociaux? Bon, on peut dire que sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs stratégies adoptées par les coupables des violences faites aux femmes, et surtout via les numériques. Mais déjà, il faudra aussi reconnaître que beaucoup de ces coupables-là ignorent même qu'ils sont en train de faire des violences à des femmes. Les auteurs? Les auteurs, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, il y a, de 2019 à aujourd'hui, on peut dire qu'il y a plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux. C'est-à-dire le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux au Mali a fortement augmenté de 2019 à nos jours. Donc, et de cela aussi, il faudra aussi noter également qu'il y a une insuffisance d'éducation aux médias. Beaucoup sont sur les réseaux sociaux comme ça, parce qu'au début, on pensait que les réseaux tels que Facebook étaient pour des gens qui ont été à l'école. Mais quand TikTok est venu en 2019-2020, donc les gens ont compris que tout le monde peut être sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que tout le monde sait utiliser les réseaux sociaux? Donc, par exemple, les images nudes qu'elle a citées, par exemple, si c'est une image, ces images-là fuitent, par exemple, certains se permettent de publier ces images sur les réseaux sociaux sans se rendre compte de la conséquence que ces images peuvent avoir sur l'intéressé. Donc il y a ces premiers problèmes d'éducation aux médias. Donc maintenant, quand on parle de stratégie, d'autres le font sciemment, réellement. Il y a aussi des gens qui le font sciemment pour nuire à l'image d'une personne, ou bien même on les fait faire. Parce que souvent, il y a des gens aussi, peut-être des personnalités ou des personnes qui ne peuvent pas faire des trucs sur les réseaux sociaux, mais passent des images ou bien passent des contenus à d'autres personnes qui se permettent de les faire. On a même récemment sur les réseaux sociaux, pour ceux qui suivent l'actualité, il y a même des cas, parce que souvent on passe des images à des gens qui ne sont pas au Mali. Parce que tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a la répression, peut-être qu'on va en arriver. Donc pour contrer ça, donc c'est cette stratégie que les gens utilisent. Ils envoient ça à d'autres amis
qui sont dans d'autres pays, maintenant, qui peuvent se permettre maintenant de publier sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une des stratégies. L'autre stratégie, c'est que, parce que souvent, quand on parle des réseaux sociaux, tout ce que les gens voient, c'est souvent ce qui est public, mais il y a aussi le côté privé. Parfois, la plupart des chantages se passent d'abord en privé. C'est-à-dire sur WhatsApp, Telegram ou d'autres réseaux sociaux. Donc maintenant, ils chantent les personnes, les dames, ah bon, j'ai telle image de vous, ils imposent souvent des conditions. Ça peut être des gens que vous connaissez, comme ça peut être des inconnus. Les inconnus, souvent, leur stratégie, ils font des récoltes. Les récoltes d'images. Souvent, ils peuvent essayer de pirater vos téléphones, vos comptes, pour avoir accès à ces données-là. Mais parfois aussi, il y a un phénomène que les gens ignorent beaucoup au Mali. C'est-à-dire souvent, quand notre téléphone est gâté, on les amène chez les réparateurs. C'est un grand danger. Parce que là-bas, tu donnes ton téléphone à quelqu'un, tu donnes accès à la personne, tu ne sais pas de quoi la personne est capable. Ou bien, par exemple, un cousin, un ami est dans les besoins, il te demande un ancien téléphone, tu lui passes ton téléphone. Maintenant, s'il y a des données dedans, ou même si les données sont supprimées, les gens ont des stratégies pour récupérer toutes ces données-là. Et enfin, donc ça peut aboutir à des chantages comme la On peut même perdre son téléphone aussi. Voilà, on peut perdre son téléphone, tout le monde sait ça. Je parle des aspects où les gens ignorent en fait. Souvent donner son ancien téléphone à quelqu'un, ou aller réparer son téléphone chez quelqu'un, ou même laisser son téléphone à un ami qui doit passer un appel ou quelque chose avec son téléphone, tant que ce n'est pas vérifié. Donc tous ces phénomènes-là font partie des stratégies qu'utilisent vraiment les gens qui font des chantages sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui profitent de certaines situations. Tout à fait. Alors, ces informations qui sont données à nous, publics, nous, on ne fait pas forcément la part des choses parce que les premières informations reçues sont de nature à être acceptées tout à l'heure et être partagées tout à l'heure. Comment nous pouvons faire la part des choses? Bon, pour faire la part des choses, c'est d'abord la vigilance qui est conseillée à tout le monde. Déjà, quand tu n'es pas professionnel des réseaux sociaux, la première des choses, quand on tombe sur une information, quel qu'en soit le type de l'information, il faut d'abord avoir les réflexes de douter. Même si, par exemple, tu reçois l'image d'une personne que tu connais très bien et tu es très sûr peut-être qu'à 80% que c'est la personne, mais ça peut ne pas être la personne. Ça, c'est un d'abord. Parce que pour que ça peut ne pas être la personne aujourd'hui, il y a des outils. Qu'on parle de l'intelligence artificielle. Donc on peut monter de toutes pièces, une vidéo, une photo, un audio ou quoi que ce soit, donc pour démontrer que ça vient de telle personne. Donc si vous tombez sur ça et que vous vous permettez de partager ça à quelqu'un, ou à d'autres réseaux, ou à quoi que ce soit, donc ça peut déjà porter préjudice. La meilleure des choses, c'est que quand on tombe sur une image, qui n'est pas, entre guillemets, catholique, il ne faut pas du tout partager d'abord. Il ne faut pas commenter, il ne faut pas liker, il ne faut pas réagir sur la publication même si c'est en privé. Il faut l'examiner d'abord. Voilà, il faut l'examiner d'abord, il faut prendre le temps de l'examiner, même si c'est réel en réalité. Ce n'est pas à vous de partager. À partir du moment où ça va porter atteinte à la dignité, à la crédibilité d'une personne, donc ce n'est pas vraiment à vous de partager. Tout à fait. Ouais. Alors, Madame Boiré, on a parlé de ces cas, mais il y a des cas qui se produisent au niveau des écoles. Parlez-nous de ces cas. Comment ça se passe? Bon, c'est ce qu'il vient de dire. Ces cas qui se passent dans les écoles, ce sont des outils, c'est-à-dire les téléphones, qui sont entre les mains de mineurs. Des personnes qui ne sont pas juridiquement capables et qui se permettent de pouvoir publier des images. Il y a des enfants, des jeunes gens qui se filment dans les écoles et qui mettent ça sur les réseaux sociaux. Souvent, vous trouverez que dans les écoles, il y a des groupes antagonistes qui sont là, qui souvent deviennent même des gangs au sein des écoles et qui cherchent par tous les moyens à pouvoir nuire à l'autre. Et souvent, les filles sont prises de force, déshabillées dans des classes, filmées, et ces images souvent se retrouvent sur les réseaux sociaux, ou bien font l'objet de chantage. Et là, nous nous retrouvons devant des cas où si ces enfants sont poursuivis, ce n'est pas ces enfants qui viennent répondre, mais ce sont les parents. Et nous nous retrouvons souvent dans des situations très scandaleuses où des personnalités peuvent se retrouver devant les juridictions pour répondre des actes de leurs enfants. Donc, souvent, nous avons des cas comme ça. Surtout aujourd'hui, vous voyez entre les mains des enfants des téléphones qui sont vraiment très performants. Ouais. Très performants.
On peut même déposer un téléphone à l'insu de la personne qui va continuer à filmer cette personne. Voilà, faire des enregistrements, c'est faits et gestes. Donc, je pense que ça, c'est des cas que nous enregistrons souvent et ça demande beaucoup de travail, de médiation, de va-et-vient pour pouvoir, parce que personne ne souhaiterait vraiment qu'à cet âge, son enfant puisse être exposé, surtout exposé devant la justice. Ouais. Ça, c'est des cas que nous trouvons. Mais aussi, il y a des cas où des couples aussi, des couples déjà mariés, qui se jouent des coups comme ça, quand le mariage prend de l'aile, souvent, l'une des personnes peut publier. Ça devient une arme d'attaque pour l'autre. Une arme d'attaque, ou bien peut faire du chantage à cette personne. Je vais vous donner un cas très concret où un homme a pris les conversations de sa femme sur WhatsApp et il a publié ça à des personnes que, bon, comme les femmes aiment vraiment faire du racolage, toutes les personnes, et il a publié ces conversations et la femme s'est trouvée dans une situation vraiment très, très indélicate. Donc, il fallait gérer et il fallait vraiment situer les responsabilités. Donc, des cas comme ça, nous recevons ça. Et aussi, dans les écoles, on filme même les maîtres et surtout les maîtresses. On les filme, leur démarche et tout en classe. On le filme, on le met sur les réseaux sociaux et on se moque d'elle, etc. Ça arrive, c'est arrivé plusieurs fois. On a eu à traiter aussi ces cas-là. Donc, je pense que quelque part, les enfants, surtout les jeunes, ignorent complètement ce qu'ils ont entre les mains, qu'est-ce qu'il faut filmer, qu'est-ce qu'il ne faut pas filmer et quelle est la responsabilité lorsque nous publions sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup à faire à ce niveau. Il y a beaucoup à faire à ce niveau, oui. D'accord. Alors, avant de faire cas de votre combat au quotidien pour la restauration de l'image de la femme ou de la fille en cas de violence via les réseaux sociaux, nous allons aborder maintenant les conséquences de ces actes sur la santé mentale de la femme et ces violences qui ont donc des conséquences qui peuvent être dramatiques tant sur la vie des femmes et des filles que sur leur santé mentale. Alors, Madame Boiré, je vais rester avec vous. C'est un poids psychologique qui est lourd, le jugement de la société. Comment les victimes vivent ces situations, vous qui les écoutez au quotidien? Sira, je les écoute au quotidien, mais je vais vous faire une révélation sur ce plateau. J'ai été victime d'harcèlement sur les réseaux sociaux. Comment? On a fait une chanson sur moi ici au Mali, m'insulter sur n'importe quel angle, et on a publié cette chanson sur les réseaux sociaux quand j'étais ministre. L'objectif c'était quoi? C'était de me déstabiliser, ça c'est de me dénigrer et de me faire perdre mes repères. Votre image qui détruire mon image de femme battante. De femme battante. On m'a insulté copieusement. Mais quand moi j'ai écouté cette chanson, quand je l'ai écoutée, la première des choses qui m'est venue en tête, c'était mes enfants. Immédiatement, je les ai appelés, j'ai dit, écoutez, moi je viens d'être informé de quelque chose sur les réseaux sociaux, ne soyez pas surpris. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas sur cette personne même qu'on a de l'impact, mais c'est surtout son entourage. Son entourage, ouais. Et j'en ai discuté avec les personnes les plus proches pour dire... Les préparer. Voilà. Et j'ai bénéficié du soutien de mon entourage. J'ai bénéficié du soutien de mon entourage, mais pas plus tard qu'un mois. Quelqu'un des États-Unis m'a envoyé cette chanson pour me dire, mais Bintou, c'est de toi qu'on parle comme ça? J'ai dit oui. Il dit, mais ça s'est passé quand? J'ai dit, ça s'est passé quand j'étais ministre d'État. Parce que moi, je ne peux pas imaginer qu'on peut aller jusqu'à ce niveau pour insulter quelqu'un et rester dans l'impunité. Le mal est profond. Moi, les gens m'ont accompagné, m'ont soutenu. Heureusement,
que toute personne qui écoute cette chanson se dit, mais ce gars-là est malade. Mais c'était comme il l'a dit, ce n'était pas lui. C'était une chanson commandée. J'ai dit, mais que ce soit lui, que ce soit les commanditaires, moi je m'en fiche parce que je sais que je suis mieux averti, mieux éduqué que par ça. Les gens m'ont dit, il faut porter plainte. J'ai dit, je ne porte pas plainte. Comme les gens aiment en le dire, quand un âne te donne un coup, si tu donnes un coup, tu deviens comme un âne. Donc, moi, j'ai dit, ça reste comme ça. Mais l'objectif, ça a été un choc pour moi, il faut qu'on se le dise, parce que la première des choses, c'est d'avoir un choc. Et la deuxième chose, c'est de te déstabiliser. Et troisième, c'est faire une tache d'huile sur ton image. Mais heureusement que cette chanson n'a rien eu comme conséquence ni sur ma personne, ni sur la morale, ni sur mon comportement. Et j'ai continué mon combat de femme battante comme rien n'était. Donc, c'est tout simplement vous dire que c'est pour détruire la personne. Les conséquences les plus, c'est pour détruire la personne, c'est pour l'amener à faire des choses qu'elle ne veut pas faire, ou bien qu'elle puisse s'éteindre complètement parce que j'ai été humiliée, je ne peux plus venir devant la scène, je ne peux plus faire ce que je veux. C'est ça l'objectif. Et vous avez été forte à ce niveau, il faut le reconnaître, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Alors, Madame Nansa Konaté, quelles peuvent être les conséquences sur la psychologie de la femme qui vit des situations de ce genre? Bon, je dirais que les conséquences sont un peu vraiment lourdes, puisque ça peut amener une personne à faire des choses qu'elle ne faisait pas avant. Ça peut détruire aussi nos liens sociaux. Parce que peut-être qu'elle avait confiance à la personne qui l'avait fait ça. Ça va détruire ces collaborations-là. Au niveau école aussi, quand on prend les élèves, ça peut même amener à l'abandon de l'école par certaines filles qui n'est pas aussi souhaitable. Comme l'a dit Tanti Bintou, nous, Organisation de défense des droits des femmes, en défendant les victimes, les survivantes de ces victimes, de ces VBG-là, on est souvent menacés. Donc ça aussi, c'est des conséquences qu'on peut... Vous êtes menacé dans votre travail oui, aussi? Souvent, c'est pas facile. C'est pas facile. Comment? C'est pas facile quand même, on est menacé peut-être qu'en défendant quelqu'un, celui avec qui il est en justice peut te menacer. Ouais. Donc ça c'est pour freiner la procédure peut-être. C'est ça, pour freiner, pour vous menacer même d'abandonner. Souvent même les victimes même ont peur. Il y en a même qui disent de laisser tomber. Souvent en plein. Oui, parce qu'il y a le jugement de la société aussi, l'œil du voisin, tout ça là. On se dit, quand on va divulguer ces informations, on sera, comme on le dit en Bambara, Bolonkoni Tamasere, tout le monde peut vous montrer du doigt, c'est telle personne qui a vécu cette situation. Et ce n'est pas aisé à tout moment. C'est pas aisé. Alors, M. Bagayogo, je vais vous faire réagir par rapport à cette question. Quelles peuvent être les conséquences de cette cyberviolence sur la santé mentale de la femme? Bon, les conséquences sont énormes, comme elles ont déjà parlé des conséquences dans la vie réelle, mais dans la vie numérique aussi, ces conséquences aussi ont vraiment des impacts. Parce que là, déjà quand une personne est victime, surtout une femme est victime de violences en ligne, de harcèlement, tout, la première des choses que ces dames font, ils quittent les réseaux sociaux. Maintenant, qui connaît aujourd'hui, moi, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais je vais vous donner juste un exemple d'une collègue. Donc aujourd'hui, les blogueurs, on peut dire entre guillemets, nous gagnons notre vie à travers ces réseaux sociaux. Donc nous faisons toutes les activités que nous faisons en lien avec les réseaux sociaux. Il y a des activités régénératrices de revenus. Donc là, quand elle avait été victime, un beau matin, on s'est relevé, on a vu qu'une page Facebook a publié sa photo disant qu'elle est disponible pour des rendez-vous intimes. Oui, elle n'était même pas au courant. Voilà, c'était comme ça. Maintenant, quand nous, d'abord, nous avons tombé sur, quand nous sommes tombés,
sur la publication, la première des choses que j'ai fait en premier, je l'ai appelée. Parce que je savais qu'elle n'était pas au courant. Je l'ai appelée pour essayer de lui préparer psychologiquement de ce qui se passe. Donc, les réseaux sociaux, il y a des informations qui ne sont pas cool aujourd'hui, mais sois tranquille. Donc, d'ici là, nous aussi, on a essayé entre nous de faire des publications. Parce que déjà, la première des choses, on connaît la personne. On sait de quoi elle est capable, de quoi elle n'est pas capable. Donc ça aussi c'est très important. Je profite aussi pour donner un conseil vraiment aux internautes. Il faut vraiment avoir une bonne réputation en ligne. Parce que quand toi aussi tu n'as pas de bonne réputation, nous-mêmes on va dire peut-être que c'est elle, on ne sait pas. Ouais. Mais là c'est très important. Donc déjà après cet incident, la personne a carrément laissé les réseaux sociaux pendant un très bon moment. Je connais d'autres amis aussi qui ont laissé les réseaux sociaux jusqu'à 1 année, 2 ans. Imaginez quelqu'un qui vit de ça et qui laisse ça. Donc déjà ça a un impact sur sa carrière même, on va dire comme ça, un impact sur sa carrière, un impact économique sur la personne. Donc vraiment, les violences psychologiques ont vraiment assez d'inconvénients, de conséquences sur les victimes. Parce que souvent, tout le monde voit les conséquences des violences physiques, c'est visible. Mais les conséquences... un autre exemple, par exemple, quand la jeune fille en 2024 a été première nationale, je crois bien, son papa a dit dans une interview que voilà, sa fille n'a pas de téléphone. Donc dès lors, les gens sont partis fouiller sur les réseaux sociaux et les images de la petite fille ont fait surface sur les réseaux sociaux. Donc, mais ces gens qui ont fait ça l'ont fait pour s'amuser, sans mesurer vraiment les impacts qu'ils peuvent avoir sur la petite fille et sa famille. Donc vraiment, il faudra que les gens se méfient vraiment de ces actes-là. Est-ce que la réparation est facile à ce niveau? La réparation est facile comme elle n'est pas facile. Parce que ça dépend aussi du mental de tout un chacun. Elle a dit à son cas, son entourage l'a soutenu. Notre ami aussi, nous l'avons soutenu. Mais est-ce que tout le monde peut soutenir? Tout le monde. Tout le monde. C'est là, donc si vous ne bénéficiez pas de soutien, c'est là qu'interviennent souvent même les psychologues. Donc c'est les organisations qui interviennent à ce niveau, donc pour accompagner les personnes. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui ne bénéficient pas de ces accompagnements. Donc certains ont même laissé définitivement les réseaux sociaux à cause du harcèlement et autre chose. Même il n'y a pas plus tard qu'hier, j'ai discuté avec quelqu'un qui dit, toi sur les réseaux sociaux, tu travailles là-bas. Moi, dans ma famille, si je trouve quelqu'un que je connais sur les réseaux sociaux seulement, je vais le bannir de ma vie. Vous voyez? Parce que je lui ai demandé pourquoi elle n'a pas voulu m'expliquer réellement ce qui s'est passé. Mais cette personne était sur les réseaux sociaux, je le voyais sur les réseaux sociaux. Peut-être quelque chose s'est très mal passé, qu'elle ne veut pas du tout raconter à quelqu'un, mais qu'elle a vraiment laissé définitivement les réseaux sociaux. Oui, ça c'est les conséquences. Alors, Madame Boiré, c'est vrai que vous avez pu passer cette étape, mais est-ce que c'est facile pour les femmes de remonter la pente et d'aller faire autre chose, de faire autre chose après? Bon, souvent c'est très difficile parce que nous trouvons que c'est des personnes qui se renferment sur elles-mêmes. Je vais vous dire l'exemple de la fille qui a été victime des viols collectifs qu'on a mis sur les réseaux sociaux. Sa famille a été obligée de déménager, de quitter carrément le quartier parce qu'elle a été identifiée et des gens venaient pour la regarder, pour la voir, pour savoir est-ce que c'est réellement elle qui a été victime de ce viol collectif. Ça c'est de deux aussi, ça fait que les victimes peuvent avoir des traumatismes psychologiques. Et là, comme il l'a dit, il faudra bien qu'elles puissent subir des traitements psychologiques pour pouvoir remonter la pente. Certaines, comme Dansa l'a dit, quittent définitivement l'école et ne veulent même plus fréquenter l'école. Ça, c'est un abandon total des cours, de l'apprentissage, parce qu'elles ont une peur bleue souvent de franchir une porte d'école. Tellement elles ont subi le traumatisme. Bon, certaines parviennent à surmonter la pente. Comme il l'a dit, lorsque il y a ce soutien qui est là, l'accompagnement qui est là, les femmes parviennent à surmonter la pente. Mais aussi, il faut se dire qu'on est souvent trop stigmatisé lorsque nous sommes victimes de violences sur les réseaux sociaux, les femmes. Parce que chacun cherche à savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé, etc. On t'interroge, on t'envoie. Je vous ai dit, il y a un mois, quelqu'un m'a envoyé cette chanson. Même donc, si on veut oublier, voilà, il y a des gens qui peuvent tout le temps vous rappeler. Tout le temps vous rappeler, tout le temps vous dire c'est vous, ce n'est pas vous. Parce qu'il est très difficile d'enlever
une image des réseaux sociaux. C'est que j'allais même poser comme question. Oui. Voilà, très difficile d'enlever une image des réseaux sociaux. Donc, ce qui fait que c'est quelque chose qui est là, qui peut surgir à tout moment. Donc, il faut se préparer, il faut avoir un mental d'acier pour ne pas vraiment rechuter à chaque fois qu'on vous rappelle cette situation dans votre vie. Oui, Bagayoko, est-ce que c'est facile, comme Mme Boiré l'a dit, de faire disparaître une image des réseaux sociaux déjà publiée? Pour ne pas dire que c'est même presque impossible. Parce qu'aujourd'hui, une fois qu'on publie une image sur les réseaux sociaux, même à la seconde, si vous supprimez, ça trouvera déjà qu'il y a des gens qui ont enregistré l'image, qui ont fait des captures d'écran pour garder. Donc ça, c'est un premier aspect qui est visible. Donc il peut revenir à tout moment. Mais il y a autre aspect aussi. Tout ce qu'on publie sur Internet reste sur Internet. Même si vous supprimez à votre niveau, dans la base de données de ces réseaux-là, donc ça reste là-bas. Vous pouvez voir par exemple le constat, si vous faites exprès de supprimer une image aujourd'hui, vous allez voir à 12 mois, Facebook ou les réseaux sociaux vont vous rappeler que vous avez un souvenir. Cette image. Ouais. Donc ça, c'est la preuve palpable que les images ne se perdent vraiment pas sur les réseaux sociaux. Donc le mieux, c'est vraiment d'essayer de soigner la situation, donc l'image qui est déjà publiée, faire d'autres communications autour de ça, et pour ne pas vraiment comment dire, se laisser dans la victimisation et dans la dépression. Tout à fait. Alors ce débat, on va le rappeler, est un plaidoyer à l'endroit des décideurs pour freiner l'hémorragie. L'Alliance Droit et Santé est dans cette logique. Nansa Konaté, sonnez l'alerte. Quel est votre combat à ce niveau? Qu'est-ce que vous faites concrètement? On fait des plaidoyers dans le cadre de la promotion des droits des femmes. L'Alliance avait élaboré une stratégie de plaidoyer. Donc on se réfère de cette stratégie pour faire des plaidoyers, pour faire avancer les droits des femmes dans les 6 pays de l'Alliance. L'Alliance est dans 6 pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal et le Mali. Donc dans tous ces pays-là, on est en train de mener des cafés débats. On a fait, le Mali a réalisé son café débat ici. Et puis chaque organisation membre de l'Alliance au Mali, l'Alliance est constituée aussi au Mali par AG4, AMSOP et le GPDCF. Chaque organisation a mené des organisations sur la santé, des droits à la santé sexuelle et reproductive à Bamako et à Koulikoro. Donc après ces activités, il y a eu aussi un plaidoyer régional qui a été effectué lors du forum des organisations de la société civile de l'UA à Malabo. Donc les 6 pays ont été là-bas pour faire un plaidoyer. On a fait un communiqué de presse à l'endroit des décideurs pour vraiment qu'ils prennent des engagements à promouvoir les droits des femmes et des filles. Et les objectifs de ces plaidoyers a été de renforcer un peu le cadre juridique de protection des femmes et des filles, de faire des financements conséquents pour pouvoir mettre fin à ces violences et de coordonner les activités afin de mettre ensemble les données. Vous avez senti un résultat? Bon, ça aboutit à quelque chose? Donc, ou bien vous êtes à l'attente? Parce que l'UA, bon, avant notre plaidoyer, il y a eu le sommet de l'UA qui a vraiment adopté la convention sur l'illumination des VBG. Donc je pense que ça c'est un très grand avancé, qu'on peut vraiment compter sur ça pour vraiment faire pousser nos dirigeants à aller vers... D'accord. Alors, Madame Boiré, la Commission nationale des droits de l'homme, vous défendez les victimes ici au Mali, tant au Mali qu'à l'international. Comment ça se passe au quotidien? Quelle assistance vous apportez à toutes ces victimes-là? L'assistance que nous apportons aux victimes, c'est que nous leur informons
sur le contenu de la loi contre la cybercriminalité qui protège les personnes contre ces violences-là. Ça, c'est deux. De deux, nous pouvons accompagner ces personnes en initiant leur plainte auprès du tribunal de lutte contre la cybercriminalité, mais aussi nous approchons les associations, parce que la CNDH travaille beaucoup avec les associations, pour la prise en charge psychologique de ces victimes-là. Donc nous les assistons. Mais aussi, il faut se dire qu'au niveau de la CNDH, nous faisons beaucoup d'informations et de sensibilisation. L'information et la sensibilisation de masse. Nous nous rendons souvent dans des localités, dans les fins fonds du Mali, pour faire l'information et la sensibilisation. Pendant les 16 jours-là, nous sommes allés dans plusieurs localités pour pouvoir informer et sensibiliser. Mais il faut se dire, c'est vrai, les réseaux sociaux ont beaucoup de mauvais côtés qui peuvent être des violences contre les femmes, mais aussi il y a des bons côtés où on peut vraiment se former, avoir beaucoup d'informations, etc. Donc nous faisons la part des choses avec les citoyens pour qu'ils sachent à quoi ils s'engagent avant de faire un clic. Donc c'est dans ça, et nous mettons souvent à disposition aussi au niveau de la CNDH des avocats pour accompagner vraiment les victimes et pouvoir les soutenir à ce qu'ils puissent avoir accès à leurs droits. Vous l'avez dit, hein, il faut la justice à ce niveau. Oui. Elle peut corriger, soulager, en même temps elle est dissuasive. Oui. Et quand elle sévit, ça peut freiner ces cas odieux. Oui. Et quelles sont les actions de collaboration entre la CNDH et la justice, par exemple? Comment vous collaborez pour faire face à ces cas-là? Bon, il faut se dire que chaque commissaire peut assister une victime. Nous avons ce mandat d'assister les victimes, même devant les cours et tribunaux. Ça, nous pouvons le faire. Mais nous pouvons aussi commettre des avocats pour mieux élaborer, parce que c'est vrai, tous ceux qui sont des commissaires ne sont pas des juristes. Donc nous pouvons commettre des avocats pour mieux accompagner ces victimes-là. Donc il y a cette collaboration qui est là entre la justice et la CNDH. Et nous pouvons faire des notes de communication, des notes d'information pour attirer l'attention de la justice sur des situations vraiment que nous sommes en train de traiter et que nous voulons vraiment qu'ils prêtent beaucoup d'attention sur ces situations-là. Donc s'il y a une collaboration franche entre la CNDH et les mécanismes judiciaires pour accompagner les victimes. D'accord. Alors, M. Bakayoko, comment le réseau des médias africains pour la promotion, la santé et de l'environnement et Doniblog accompagne les femmes victimes de cyberviolence? Par quel acte concret? Oui, déjà pour les réseaux qui couvrent plus d'une quarantaine de pays, à savoir l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Pour les réseaux, je disais qu'ils couvrent plus de 40 pays. Déjà, il y a chaque semaine, chaque 2 semaines, il y a des webinaires de sensibilisation et d'information qui est au niveau international. Maintenant, quant à nous qui sommes au niveau local ici, parce que chaque pays aussi a ses réalités. Certes, c'est le digital ce qui est accessible partout, mais chaque pays a ses réalités et ses faits. Maintenant, à Doniblog, ce que nous faisons des activités online et offline également. C'est-à-dire des activités en ligne et des activités terrain. Les activités en ligne que nous faisons déjà, chaque membre de Doniblog, si vous les suivez sur les réseaux sociaux, c'est dans notre quotidien. Nous sensibilisons chaque fois que nous publions des choses, nous sensibilisons. Et chaque fois que nous tombons sur des situations, des cas, donc nous essayons de sensibiliser les gens. Ça, c'est le côté individuel. Mais d'un côté collectif aussi, nous organisons souvent des campagnes. Nous initions des campagnes digitales. Parfois, on les fait entre nous-mêmes. Parfois, on les fait avec d'autres partenaires. Elle a parlé de la loi sur la cybercriminalité. Nous faisons la promotion des articles de la loi pour que les gens sachent réellement ce qui se passe. Parce que ce que j'ai dit, il y a vraiment cette ignorance qui est là. L'éducation aux médias manque beaucoup aux internautes maliens, à beaucoup d'internautes maliens. Donc, pour pallier à cela, nous faisons ces campagnes-là. Au-delà aussi des campagnes, nous organisons souvent des ateliers physiques.
Donc, d'où les activités offline, les activités physiques, des formations par exemple. Même actuellement, nous sommes sur un programme où on a informé des gens à Bamako et dans plusieurs régions du Mali à travers le projet Maradi Kounafoni. Mais ça, c'est un projet qui est financé. Mais même sans financement, parfois, nous organisons, parfois nous cotisons entre nous pour aller dans une région. S'il y a des demandes, les gens nous invitent à venir. On veut vraiment apprendre certaines choses sur des situations. Et récemment aussi, il y a aussi un réseau de jeunes qui sont sur la santé sexuelle et reproductive. J'ai personnellement suivi leurs activités sur les réseaux sociaux, donc je vois qu'il y a beaucoup de couacs dedans. J'ai contacté l'équipe dirigeante du réseau, je leur ai proposé une formation gratuite, donc pour vraiment essayer de les éduquer, afin qu'ils puissent vraiment couronner tout ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, que leur message passe bien. Donc c'est concrètement quelques actions que nous faisons pour sensibiliser et pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. La campagne digitale se résume à quoi concrètement? La campagne digitale se résume à quelques actes. Par exemple, il y a déjà la phase préparatoire qui est là. Donc on fait des visuels, on fait le choix des messages d'abord. Les messages que nous voulons vraiment véhiculer durant la campagne. Donc nous faisons des visuels, des affiches, nous faisons des vidéos, des podcasts, qui en langue locale la plupart, mais quelques-unes souvent en français. Donc, nous les publions sur les réseaux sociaux. Et en même temps, on veille ce que les gens disent. Parce que quand tu publies des choses, les gens viennent en inbox ou viennent en commentaire poser des questions, ou même souvent vous attaquez aussi. Donc on veille sur ça, donc, pour essayer d'interagir avec eux. Mais quand même, ce qu'on conseille à tout le monde, même si on vous insulte sur une publication, il ne faut pas répliquer, il faut essayer de faire comprendre la personne. Parce que c'est cette ignorance qui est vraiment toujours là. Il ne faut pas répliquer. Oui, on ne réplique pas. D'accord. On va aborder le troisième axe de ces débats, comment réussir maintenant la lutte contre la cyberviolence, les solutions. Alors, comment lutter efficacement contre les violences, les cyberviolences, c'est ce que nous allons aborder donc. Il s'agit d'amener les autorités politiques, administratives, religieuses et traditionnelles, ainsi que les populations à prendre conscience des violences numériques afin de prévenir et apporter des réponses adéquates à toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles au Mali. Madame Boiré, comment nous pouvons y arriver à votre avis? Bon, il l'a dit, comment nous pouvons y arriver? Il faut éduquer, il faut informer, il faut sensibiliser. L'éducation, au Mali, nous avons une loi contre la cybercriminalité. Il faut informer le grand public parce qu'il y a un dispositif spécial dans cette loi que tout le monde doit connaître, c'est que les violences en ligne sont souvent des crimes imprescriptibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne à tout moment peut porter plainte contre vous. Donc il faut faire très attention à ce que nous faisons. Ça, il faut attirer l'attention de tout le monde. Si c'est imprescriptible, ça veut dire c'est sans limite à tout moment. Et aussi, il faut faire en sorte que, avant de faire un clic, il faut bien réfléchir. Qu'est-ce que je suis en train de publier? Mais aussi, éduquer les enfants. Moi, je dirais même ne pas permettre aux enfants d'aller sur les réseaux sociaux jusqu'à un certain niveau. Et ne pas leur donner un téléphone. Voilà, et ne pas leur donner les outils, les tablettes pour y accéder. Parce que même les tablettes que les enfants ont, souvent sont connectées. Et là, sans s'en rendre compte, on peut publier des images. Par exemple, les images de son petit frère tout nu. On l'envoie sur les réseaux sociaux, 10 ans, 15 ans, mais il va se retrouver en face de cette image. Donc, souvent, il faut vraiment veiller. Le contrôle parental est très important pour les mineurs, les enfants. Mais aussi, il faut faire en sorte que les textes qui régissent ces réseaux sociaux, parce qu'il y a aussi des textes qui régissent. Par exemple, sur Facebook, tellement il y a eu d'insultes, tellement il y a eu des écarts sur Facebook, les gens de Facebook ont essayé de mettre en place un mécanisme pour supprimer tous les messages qui sont des insultes. Mais quand les insultes sont faites dans des langues locales, Facebook ne comprend pas. Et il faudra bien que nos autorités puissent s'engager auprès de Facebook
pour qu'ils puissent comprendre, insérer nos langues nationales dans leur mécanisme pour que toutes les insultes, le contrôle permettra à Facebook de pouvoir contrôler. Donc, il y a ça, et les personnes qui insultent aussi peuvent être poursuivies à ce niveau aussi. Donc ça aussi, il faut informer. Moi, je pense qu'il faut informer, sensibiliser sur ces questions-là pour que les gens sachent que ce n'est pas du tout un outil qui est là pour permettre à des gens de s'insulter, de se dénigrer, mais que les gens puissent se les approprier pour pouvoir vraiment en profiter de tout ce qu'ils peuvent nous apporter comme bienfait, comme s'informer, comme se former. On se forme sur les réseaux sociaux. Donc voilà un peu ce que je dirais pour limiter vraiment les violences faites aux filles et aux femmes en ligne. D'accord. Alors Madame Nafa, comment les parents, quel est le rôle que les parents peuvent jouer dans cette éducation des filles pour faire face à ce phénomène? Bon, les parents peuvent vraiment contrôler on ne peut pas dire empêcher les enfants d'utiliser les téléphones, mais on peut contrôler tout ce qu'ils font avec le téléphone au sein de la famille. Donc en plus de ça, on peut aussi prendre des mesures au niveau de l'école pour l'utilisation vraiment respectueuse de ces téléphones-là. D'accord. Alors on parle aussi de mobiliser les légitimités traditionnelles. Qu'est-ce que ces légitimités aussi peuvent jouer comme rôle dans des situations comme ça? Bon, ils peuvent être des conseillers au niveau de la société pour que les parents et les enfants même prennent conscience de la mauvaise utilisation de ces téléphones-là. Et pour les décideurs aussi, il faut que ces décideurs honorent les engagements. Les engagements, c'est ça. Il y a une loi sur la cybercriminalité. Il y a aussi une loi sur la protection des données à caractère personnel. Donc on peut vraiment faire recours à tout cela pour pouvoir minimiser. On ne peut pas dire terminer parce que ce n'est pas facile, mais pour pouvoir minimiser les effets de la mauvaise utilisation de ces téléphones. D'accord. Bakayoko parlait un moment de l'effet de l'information et de la sensibilisation. Je pense que l'information aussi a sa place là-dedans, dans cette lutte, informer la population sur l'ampleur, les conséquences des violences faites aux femmes et aux filles et sur l'existence des services disponibles pour réduire les violences numériques. Cela peut être de quelle utilité? La répétition est pédagogique. Oui. Il y a l'information. Parce que quand on ignore quelque chose, c'est l'information qui peut pallier à cela. Donc il faudra vraiment informer les populations à tous les niveaux et surtout en langue locale. Je ne parle pas seulement du Bambara. Par exemple, si je suis à Mopti, dans la langue qui est parlée là-bas, il faudra trouver des mécanismes pour expliquer ces phénomènes-là, ces lois qui existent en langue locale. Mais aussi, il y a un point très très important, nous le plaidons depuis quelques années déjà. Nous demandons vraiment aux autorités éducatives d'insérer même des programmes d'éducation aux médias depuis les primaires. Parce qu'aujourd'hui, Tanti l'a dit, il faut vraiment essayer de ne pas donner le téléphone aux enfants. Mais je pense que pour appliquer ça aujourd'hui, ça va être très difficile. Parce que même les enfants aussi ont des moyens d'avoir des téléphones sans même que les parents les sachent. Donc le mieux, c'est vraiment éduquer les enfants dès les primaires. C'est-à-dire à l'utilisation du numérique, les préparer à ça, l'utilisation du numérique, les points positifs, en quoi ils peuvent en profiter, en quoi ça peut être un danger pour eux. Donc si les enfants sont éduqués, si ce programme-là est inséré à l'école même, ça va être très très bénéfique pour le mari. Mais il y a aussi un autre aspect, NASA l'a dit, que les parents doivent contrôler. Mais combien de parents savent aussi utiliser les réseaux sociaux? Combien de parents savent utiliser les téléphones? Donc l'éducation aux médias ne doit pas seulement se limiter aux enfants, mais il faudra aussi éduquer, entre guillemets, les parents. Comment? C'est d'où la nécessité de l'information. Tout à fait. Oui. Alors, on dit de sensibiliser aussi les jeunes, Madame Boiré, sur les violences numériques et leurs conséquences. Ce rôle revient à qui, à votre avis? Bon, ce rôle revient à tous les leaders d'opinion, que ce soit les enseignants, que ce soit les leaders religieux, etc. Il faudra que toute personne qui a de l'aura puisse vraiment
contribuer à cette lutte-là pour sensibiliser et informer son aura, pour dire vraiment ce en quoi les gens s'engagent sur les réseaux sociaux, pour que chacun à son niveau puisse prendre ses responsabilités et faire la part des choses. Moi, je pense que ça incombe à tous les responsables, que ce soit les leaders d'opinion et les leaders politiques administratifs, que chacun puisse à son niveau vraiment porter ce message pour qu'il y ait de moins en moins de violence sur les réseaux sociaux. Et comment on peut promouvoir, par exemple, les initiatives de protection des droits des femmes et des filles? Bon, promouvoir les initiatives de protection, c'est de pouvoir vraiment porter à la connaissance des uns et des autres tous les textes qui régissent ce domaine. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent les textes qui régissent l'utilisation de ces réseaux sociaux, même en dehors du Mali. Bon, beaucoup de personnes ignorent la loi sur la cybercriminalité. Ces derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées là-bas et qui ne savaient pas qu'ils sont poursuivables devant cette juridiction. Donc, que chacun puisse, qu'on puisse vraiment vulgariser la loi et que les uns et les autres puissent être bien informés et savoir à quoi il faut s'engager. D'accord. Alors, on va rappeler les deux thèmes à l'international ainsi qu'au niveau national. L'édition 2025, le thème international retenu est « Unité pour mettre fin à la violence numérique contre toutes les femmes et filles ». Et pour lier ce thème international aux réalités du pays, le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a retenu le thème suivant: l'utilisation responsable des réseaux sociaux, gage de protection, de promotion et de préservation des valeurs culturelles des femmes et filles au Mali. Un mot sur ce thème et puis on va essayer d'aborder le dernier chapitre. Je vais rester avec Bagayoko à ce niveau. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux thèmes-là qui ont un lien avec le thème dont nous parlons tout à l'heure? Le monde a bien vu, à votre avis? Oui, je pense que les thèmes ont été choisis au bon moment même. Parce qu'au moment où vraiment l'Internet, entre guillemets, explose dans le monde et principalement et spécifiquement en Afrique et encore plus particulièrement au Mali. Donc aussi ces thèmes-là sont la violence en ligne faite aux femmes et aux filles. Et aussi quand on observe très bien toutes les activités qui ont été menées du 25 novembre à aujourd'hui. Je pense que la plupart de ces activités-là ont été réalisées dans le cadre de ces thèmes-là. Et bon, je dirais aussi que au-delà de la campagne, il faudra qu'on comprenne que les actions continuent. C'est pas seulement la campagne est finie et qu'on laisse les messages de côté. Surtout les acteurs, ceux qui mènent les campagnes, ceux qui mènent les activités. Il faudra vraiment qu'on soit vraiment des exemples d'abord. Qu'on ne soit jamais coupable de quoi que ce soit pour les violences faites aux femmes, les violences faites aux filles en ligne et même à la maison. D'accord. Voilà. Madame Boiré, un mot sur ces deux thèmes? Oui, bon, ces deux thèmes, je dirais qu'elles sont presque similaires. Ouais. Et je dirais que vraiment ça tombe bien parce que notre pays vient d'assister ou bien est en train d'assister à l'explosion de violence sur les réseaux sociaux. Il faut se dire qu'il y a toutes les couches socio-professionnelles qui utilisent les réseaux sociaux et on est en train de l'utiliser dans le mauvais sens. C'est vrai, il y a beaucoup de messages qui passent entre des camps antagonistes qui se lancent tout le temps des insultes, des dénigrements, des chantages, etc. On a vu beaucoup de personnes qui sont allées devant les juridictions et le cas le plus frappant a été que nos cantatrices se sont retrouvées devant les juridictions. Donc ça veut dire que tout le monde utilise et les gens l'utilisent souvent pour régler des comptes. Et c'est ce qu'on assiste aujourd'hui au Mali le plus souvent sur les réseaux sociaux. Et tout le monde est à la recherche de sensationnels sur les réseaux sociaux au lieu de chercher à s'informer, à se former. Mais on est toujours là et c'est ce sensationnel qui est le plus partagé
sans qu'on se rende compte de ce qu'on est en train de faire. Créer le buzz sans contenu. Voilà, créer le buzz sans contenu. Donc c'est ça et réellement qui se passe. Et donc moi je pense que les deux thèmes sont venus vraiment à un moment très propice. Et à chaque fois que nous nous sommes rendus dans des localités pour faire l'information et la sensibilisation, les populations au niveau des villages disent mais vraiment ça c'est quelque chose qui est très important pour nous aujourd'hui. Même dans les villages les plus reculés du Mali, vous trouverez qu'il y a des scandales qui ont été créés suite à l'utilisation des réseaux sociaux. Donc c'est un thème qui tombe à point et qu'il faut vraiment continuer à informer, à sensibiliser au-delà de ces jours d'activisme. D'accord. Alors, Nassa, les deux thèmes sont plus que d'actualité, les deux thèmes? Oui, ces deux thèmes-là sont plus que d'actualité, étant donné qu'au Mali, actuellement, on fréquente vraiment des cas, de plus en plus de cas de victimes de cybercriminalité. Donc, on a vu beaucoup de cas ces derniers temps et il n'y a pas eu de prise de conscience à ce niveau. Donc, on peut dire que ces deux thèmes-là sont venus à bon moment. D'accord, on va finir sur vos suggestions. Aujourd'hui, dans cette lutte, je reste avec vous, Nassa. Qui peut faire quoi pour accompagner l'État aujourd'hui? Avec quel programme spécifique à votre avis? D'accord. Je demanderai d'abord à l'État d'élaborer des plans d'action budgétisés, efficaces et conséquents pour accompagner les initiatives qui tendent à mettre fin à ces VBG et à la société civile de continuer avec les actions qu'ils ont entreprises pour pouvoir mettre fin à ces violences-là à travers les sensibilisations, les formations, les émissions télé, radio, sur les réseaux, tous les réseaux médias sociaux et privés, publics et privés. D'accord. Monsieur Barayogo, quel est le message, votre message aujourd'hui à l'endroit des décideurs, à l'endroit des légitimités traditionnelles, des parents, bref, de tous les acteurs intervenants dans le cadre de la protection des droits de l'homme aujourd'hui? Le message que je lance à tous les acteurs intervenant dans le cadre de la protection des droits de l'homme au Mali aujourd'hui, c'est vraiment de mettre l'accent sur l'éducation aux médias. Comme je l'ai dit, que les autorités trouvent des moyens pour vraiment instaurer un programme spécifique d'éducation aux médias dès les primaires, que aussi ces mêmes autorités proposent, je ne dirais pas imposer, mais proposent à tous les médias d'avoir des programmes de sensibilisation, d'information sur l'éducation aux médias et surtout en lien avec les violences numériques, et aussi que les communautés prennent conscience et parfois aussi s'il y a des cas, ces messages adressés vraiment aux autorités coutumières, s'il y a des cas qui sont à la justice déjà, de ne vraiment pas trop se mêler, donc de laisser la justice faire son travail pour que ces cas puissent servir vraiment d'exemple afin que d'autres personnes ne puissent pas répéter les mêmes choses. D'accord. Madame Boiré, vous allez boucler ce débat comme vous l'avez ouvert avec ce message. À votre avis, l'application des différentes conventions passe par quoi? Bon, l'application des différentes conventions passe d'abord par la volonté politique. Parce que ces conventions, c'est comme un idéal qu'on exprime. Et il est du devoir de l'obligation des États de pouvoir mettre en œuvre ces conventions-là. Mais les conventions, je pense qu'il faut mettre en place des mécanismes de prise en charge et des mécanismes de protection. Parce que les victimes ont besoin de prise en charge. Ça, il faut que nous ayons les outils, comment faire en sorte que ces victimes puissent accéder à ces soins et pour pouvoir se reconstruire. Ça, c'est un. Et de deux, il faut que l'État renforce les mécanismes mis en place. Elle a parlé de la cybercriminalité, la loi sur la cybercriminalité. Il faut encore revoir cette loi pour y déceler les insuffisances, pour permettre à ce que, lorsque des cas se retrouvent devant cette juridiction, qu'elle puisse avoir tous les moyens de pouvoir sévir.
Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci à vous d'être passé sur ce plateau pour ces éclairages. Donc voilà, ce sont donc sur ces messages que se referme ce numéro de questions d'actualité sur le thème les cyberviolences, quel impact sur la santé mentale des femmes et des filles, un phénomène social récurrent qui entrave nos mœurs. La mauvaise utilisation des réseaux sociaux ne profite à personne. Il faut y mettre fin par des garde-fous. Chacun a un rôle à jouer. Et nos invités étaient Boari Bintou Founé Samake, elle est commissaire à la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Nansa Konaté, elle est secrétaire à l'organisation du groupe Pivot Droit et Citoyenneté et point focal de l'Alliance Droit et Santé. Et Mahamadou Bagayogo, il est blogueur, membre du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement qui regroupe 43 pays et de Doniblog. Je rappelle que ce débat a été initié par le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement en collaboration avec l'Alliance Droit et Santé et l'ORTEM bien sûr. Ce débat a été donc réalisé par Jakari Diakone Diaki. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur nos antennes.